OK, traitement de signal numérique. Dans le fond, vous avez eu un cours de traitement de signal numérique en troisième session, quatrième session. On va clasher ça une demi-heure. Correct? Je sais, les diapositives vont pas, quand j'ai pas écrit les équations, donc, je vous invite à aller remplir vos notes de cours parce que l'équation n'est pas là. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit? Comment on lit ça? C'est écrit l'équation que tu écris au tableau. C'est x de t évalué au temps t égale à n fois la période t. T, c'est la période d'échantillonnage en secondes. N, c'est l'indice de l'échantillon. OK? Puis x, ben, c'est égal à. Donc, comment on note ça? Ben, on dit c'est x à l'instant n. OK? Donc, tout ça peut être réduit à dire c'est le x à l'instant n. On peut dire, ben, l'instant n, c'est l'instant présent. Puis on va aller chercher des échantillons de n dans le passé, donc n-1, n-2, n-3, etc. Évidemment, on ne peut pas aller chercher des échantillons dans le futur. On aimerait ça prévoir le futur, mais on peut pas. Cool. Donc, le fait d'avoir des échantillons précédents, c'est très important. C'est la base du traitement de signal numérique, évidemment. On ne peut pas rien faire si on n'a que l'instant présent. Il faut savoir ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir agir sur nos signaux. Donc, on dit que le signal a subi un délai ou un retard pour aller chercher les échantillons passés. OK. Donc, comment on peut faire une dérivée numérique? Donc, si je fais dx sur dt évalué au temps t égale à nt, donc un échantillon précis, comment on fait ça? On prend l'échantillon présent, moins l'échantillon passé, puis on divise par la période t. Ce que ça calcule, dans le fond, ça calcule la pente. C'est pas trop compliqué que ça. Ça fait que calculer la pente entre deux points. Cool. Donc, ça, c'est important. Si tu veux faire la dérivée seconde, ben, tu utiliseras ça, mais dans le fond, on ne fait jamais ça. C'est très rare qu'on va être obligé de calculer la dérivée seconde. Ça fait que ça ne vaut pas tant la peine de noter l'équation. Si un jour tu en as besoin, tu finiras bien par la trouver. Mais celle-là est quand même importante. Puis dans le fond, ben, la dérivée, c'est la pente. Donc, tu peux juste calculer la pente en deux points. À toutes les périodes d'échantillonnage T. Cool. Pour l'intégrale, il faut calculer la surface de la courbe. Donc, si yn, c'est l'intégrale sur une période d'échantillonnage, à partir de 0 jusqu'à ton n, OK? Évalué à t égale à nt. Ben, il faut aller chercher la valeur y, la valeur de x au temps présent, fois la période, ça va donner ce rectangle-là, qui est la surface de ce rectangle-là, plus ce que tu avais additionné avant. Cool. Un exemple? Posons que y à l'instant n-1, ben, ça va être x à l'instant n-1 fois t. Puis y à l'instant n-1, ben, c'est 0. Il faut pas commencer à quelque part. OK, on met qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est x fois t. Donc, c'est la surface de ce carré-là que je viens de mettre dans yn-1. Fait ça? X n-1 fois t. Donc, c'est ce rectangle-là que je viens de mettre dans ma variable ici. Si je calcule y à l'instant n, ben, ça va être x à l'instant n
fois T. Plus Y à l'extérieur N moins 1. Donc, ça fois ça, c'est ça, l'autre rectangle-là. Puis ça contient le rectangle d'avant. Donc, je viens d'additionner deux rectangles. Cool. Puis on peut faire évidemment les autres après. Cool. Fait que si je fais ça, ben, j'ai d'additionner à tout ça le rectangle d'après. Donc, j'ai additionné un paquet de rectangles pour évaluer l'intégrale qui est la surface sous la courbe. Cool. Donc, ça, c'est la méthode la plus simple, mais elle comporte des erreurs. Hein? Tu le vois ici, là. Je n'ai pas additionné cette partie-là ici, mais là, je ne la connaissais pas. Probablement que x à la n moins 2, ben, c'était probablement égal à 0. X à la n moins 2. Je n'ai pas additionné lui. Bon, OK. Mais j'ai quand même pas additionné cette partie de triangle-là. OK? Ça m'écrit. Cool. Tu peux avoir quelque chose de plus précis, comment tu fais? Ben, on utilise la méthode des triangles. Des trapèzes. Donc, évidemment, si on fait le trapèze, on prend cette valeur-là, plus cette valeur-là, divisé par 2, ça va faire la moyenne dans tes deux points, multiplié par t. Cool. Donc, ça fait en sorte d'additionner la partie qu'on a perdue tout à l'heure. Cool. Donc, c'est x à la n plus x à la n moins 1 sur 2. Donc, x à la n moins x à la n moins 1 divisé par 2. Ça va chercher la moyenne entre les deux. Ça calcule un rectangle qui va ressembler à ça, dans le fond. Cool. Question? En contrôle, on ne fait jamais ça. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? C'est rare que je vais faire une intégrale avec la méthode des trapèzes. Bon, c'est pas tant plus long, là. Tu additionnes deux nombres, tu divises par deux. De plus. Dans le fond, quand on fait du contrôle, on applique l'intégrale sur l'erreur. L'intégrale, elle va intégrer tant qu'il y a de l'erreur. Que ça soit la méthode des trapèzes ou la méthode des rectangles, on s'en fout. OK? Tant qu'il y a de l'erreur, il va intégrer. Puis c'est ce qu'on veut. On veut s'arranger pour qu'à la fin, notre erreur soit nulle avec la partie intégrale. Que ce soit la valeur, que tu le calcules en trapèze ou en rectangle, ça ne change rien. Cool. Parce qu'on n'a pas besoin de tant de précision sur l'intégrale, mais on veut intégrer. Si on veut quelque chose avec beaucoup plus de précision sur ton intégrale, là, je t'invite à prendre ça. En contrôle, on n'a pas besoin de tant de précision parce que, anyway, on va intégrer tant qu'il y a de l'erreur. Le but, c'est de tendre l'erreur vers 0. Oui. C'est pas juste la méthode des rectangles où on récupère l'intervalle de t entre N-1 et Ton T, c'est toi qui le choisis au départ. OK? Comme on a fait pour la lave, on a dit on va le faire aux 10 millisecondes. C'est arbitraire. Là. Tu pourrais décider de faire aux 5 millisecondes, tu pourrais décider de faire aux millisecondes, tu pourrais décider de faire aux 100 millisecondes. C'est facile, non? Oui, mais ça prend beaucoup plus de. Faut que tu calcules beaucoup plus si tu vas plus petit. Puis surtout quand tu fais du point flottant, des calculs en float, c'est très long. Le microcontrôleur est galère quand il fait ça. Surtout des divisions en point flottant, c'est très long. Ça demande beaucoup de ressources. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça donne. Tu ne peux pas aller trop rapidement à cause de ça.
Mais il y a un autre phénomène aussi. Ton moteur, il n'est pas tellement rapide. Ton moteur, il n'accélérera pas en 10 millisecondes. Ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Ça va prendre des centaines de millisecondes. Qu'est-ce que ça te donne, le fait de calcul aux millisecondes, si ton moteur ne réagit pas en dedans de 100 millisecondes? Ça n'a rien. Okay. Puis oui, tu aurais parfaitement raison. Si on prend une période d'échantillonnage plus courte, là, on va faire moins d'erreurs. Si je fais 10 fois plus petit, je vais faire beaucoup moins d'erreurs que si je fais 10 fois plus grand. OK? Fait que pour le choix de la période d'échantillonnage, ben, ça dépend de ton système, ça dépend de tes ressources, de calcul que tu as, etc. Ça dépend de plein de choses. Très bonne question. Donc, toujours, on va mettre les conditions initiales à 0, donc x à la n moins 1, toujours égal à 0. Donc, comme je l'ai fait ici, là. Donc, ça. Schéma de bloc numérique, la seule chose qu'on va introduire de plus dans nos schémas blocs, c'est un bloc de retard, dans le sens qui va garder en mémoire la valeur précédente, ou les valeurs précédentes. Cool. Donc, on a des additionneurs, des gains aussi. Pour cette partie de cours-là, les gains, on va mettre des triangles, puis des retards avec des blocs. Cool. Donc, ici, système à réponse additionnelle finie, et chez les FIR qu'on appelle. Donc, les autres, ils vont juste prendre comme valeur des valeurs de x dans le fond. Donc, on va prendre x à la n, x à la moins 1, x à la moins 2, etc. On n'ira pas chercher des y qu'on va revenir pour calculer y. OK, donc y au temps n, ben, ça va être b0 fois x à l'extant n, et 1 fois x à l'extant n moins 1, etc. Cool. Donc ici, FIR, c'est pas de rétroaction. Non. Ça va? Ça sert à quoi, ces bidules-là? Souvent, on va s'en servir pour faire la moyenne mobile. Donc, ceux qui regardent la bourse, souvent, ou ceux qui investissent dans la bourse, ils vont regarder les titres, puis ils vont regarder comment ils évoluent en fonction du temps, puis en faisant des moyennes mobiles, on va savoir si c'est une tendance haussière ou si c'est une tendance à la baisse. Grosso modo, c'est beaucoup utilisé dans ce domaine-là, mais on peut l'utiliser aussi pour faire des filtres. Donc ici, on peut faire un filtre en FIR, en moyenne mobile. OK? Tous les coefficients B vont tous être égaux. Donc B1, B2, B3, B4, B5 vont tous être pareils. OK? Puis ils valent en fait 1 sur M, qui est le nombre d'échantillons. Si je prends les 10 derniers échantillons, ben B va être égal à 0.1. OK? Donc chaque coefficient va être égal à 0.1. Cool? Ici, le gain de ce filtre-là, c'est l'amplitude du signal de sortie sur l'amplitude du signal d'entrée. C'est ça le gain. Puis c'est cette équation-là, un peu bizarre, vraiment bizarre en fait, qu'on utilise pour avoir le gain en fonction de la fréquence. Donc ici, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien, ici, on a la fréquence normalisée. Okay? La fréquence normalisée, c'est la fréquence du signal sur la fréquence d'échantillonnage. Cool? Fait que tu remplaces ça là-dedans, ça commence à faire une équation quand même assez complexe. Right? Ça va? Vous avez le temps de prendre ça en note? Ceux qui voulaient la prendre en note? Oui. Ça ressemble à quoi, ça?
ce gain-là en fonction de la fréquence. Ben, ça donne. Bon, ici, c'est la fréquence normalisée, hein, Fn. Fréquence normalisée. Puis ici, c'est le gain. OK? Donc, si j'ai un gain de 1, ça veut dire que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. C'est un bon fil. Sinon, ben, on veut que ça atténue. Un fil, c'est ça. Donc, on veut laisser passer une certaine bande de fréquence, puis on veut filtrer le reste. OK? Fait que plus que la fréquence augmente, tu vois, ben, l'amplitude diminue. OK? Puis ça fait des rebonds comme ça. Un peu bizarre. Donc, quand la fréquence normalisée, qui est la fréquence S, E, si c'est égal à 0, ben, tu as deux choix. Soit ton signal est égal à 0, donc la fréquence du signal est 0, ou la fréquence d'échantillonnage est infinie. Donc, tu prends beaucoup de points, ben, tu vas te retrouver avec Fn égale à 0. Cool. Si Fn est égal à 0.1, si Fn égale à 0.1, ben, ça veut dire que la fréquence d'échantillonnage est égale à 10 fois la fréquence du signal. Cool. Mais là, ce qu'on veut savoir là-dedans, c'est ton signal d'entrée, il n'y a probablement pas juste une fréquence. OK? Souvent, il y a du bruit, puis tu veux garder une certaine bande de fréquence, puis tu veux rajouter le reste. OK? Fait qu'on va essayer de trouver la fréquence de coupure. FC. FC va arriver quand l'amplitude, le gain, va être égal à 0.707. OK? Ce qui représente moins 3 dB. Tu te rappelles de ça? Oui. Donc, si j'arrive ici à 0.707, j'arrive ici, je trouve que la fréquence normalisée est à peu près 0.16. Okay. Pour 3 points. Cool. Ça veut dire que ta fréquence de coupure va être égale à 0.16 fois la fréquence d'échantillonnage. Ou la fréquence d'échantillonnage sur 6.5. 6.25. Cool. Donc, si tu échantillonnes à une certaine fréquence, puis tu prends 3 points, ta fréquence de coupure va être à la fréquence d'échantillonnage divisée par 6.25. Cool. Puis si on prend, par exemple, 11 points, c'est 1 sur 0.16. Cool. Fait qu'à 11, je retrouve à peu près ici. J'ai descendu un peu creux. Oui. Autour de 0.04. OK. Donc, la fréquence de coupure
elle va être la fréquence d'échantillonnage sur 25. Bon. Donc, tu vois, plus que tu prends de points, ben, plus que tu es capable de filtrer rapidement et garder juste la fréquence que tu veux, dans le fond. Cool. Donc, c'est pas un très bon filtre. Là. OK? C'est un très mauvais filtre passe-bas. OK? Mais ça peut quand même faire la job. OK? Puis c'est facile à calculer. Puis tu es certain que ça va être stable. Puis c'est facile à implémenter dans le code. Cool. OK, en numérique, on a deux signaux importants qu'on va utiliser. L'impulsion puis l'échelon. L'échelon, on l'a fait en analogique, mais on ne fait pas d'impulsion en analogique. C'est très rare que j'ai jamais vu ça. Mais en numérique, on peut faire juste une impulsion. Donc, l'entrée est 0 tout le temps, sauf un temps n, qui est égal à 0, auquel cas l'entrée vaut 1. Cool. Qu'est-ce que ça donne, ça, dans du temps? Oui? FC égale FE sur. 25. Ouais, et en haut. Ici, c'est la même chose, là, FE sur 6,25. Okay. Plus que tu augmentes de points, ben, plus que ta fréquence de coupure va être proche de ta fréquence d'échantillonnage. Good. OK, donc en impulsion, qu'est-ce que c'est? Ben, quand t égale à 0, ben, j'ai un point qui vaut genre 1. Ça peut être d'autres choses. OK, ça peut être une autre valeur, mais il y a quelque chose qui est différent de 0 à un instant précis. C'est ça, une impulsion. Puis l'échelon, ben, c'est comme on a vu, hein, c'est 0 tout le temps, sauf à partir d'un certain moment où ça va passer à une certaine valeur X. Parce que ici, c'est 1. Cool. OK. Qu'est-ce qui arrive quand on met ça, ces signaux-là, dans une moyenne mobile? OK. On va essayer de dessiner qu'est-ce que ça fait, ce bidule-là. Donc, à t égale 0, j'ai quelque chose qui vaut 1. Puis, ça persiste pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ensuite, ça retombe à 0. OK? Ça veut dire, là, ce qu'on a, c'est un réel, dans le fond. On a direct la première valeur qui rentre, il faut trouver Y en N. OK? Puis ici, on a X en N. Puis ici, on va avoir un retard. Puis ici, un coefficient B1. B minuscule. Non, B1 est en. B2. OK. Puis comment je vais en avoir comme ça? Quand je suis rendu ici, là, où je me rappelle, 6e en arrière, pour donner quelque chose. Okay? Donc, ça en prend 6. B1, B2 jusqu'à B6. Ah. C'est des retards. Ça va être aussi gros. Des plus petits retards. Pas la même chose.
2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu vois-tu que si je rentre une impulsion ici, comme ça, à la sortie, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Et puis ici, la valeur de ça, ça va être quoi? Tous les coefficients sont égaux. Okay? J'en ai 6. Donc, les B égale à 1 sur 6, 0.16. C'est ça. Cool. Fait que l'amplitude qu'il y a ici, c'est quoi? Ben, c'est cette valeur-là. Dans le fond, ici, la première fois, le 1 se retrouve à 1 sixième ici. Ensuite, j'ai 0. Le 1 se retrouve ici, 1 sixième. Ensuite, 0, 0, 1, 1 sixième, 1, 1 sixième, etc. Puis il rentre des zéros après. Puis à un moment donné, ben, il va disparaître. Et il va tomber dans l'oubli. Par néant. Ou pas. Ça va? Donc, ça, c'est si je mets une impulsion à l'entrée d'un filtre très fiable. OK? C'est une moyenne mobile. Si je rentre maintenant un échelon. Donc, ici, je vais rentrer des 1 jusqu'à l'infini. Cool. Fait que tu vois la sortie ici. Tu avais 0 avant. Donc, il y a 1 qui apparaît. Donc, à la sortie, je vais avoir quoi? 1 sixième. Okay. Le deuxième échantillon, j'ai un 1 ici, un 1 ici. Ben, je vais avoir quoi? 2 sixièmes. OK? Ensuite, 3 sixièmes, etc. jusqu'à temps que j'arrive à 1. Je vais mettre ça. Cool. C'est parfait pour avoir des. Vois-tu? Donc, si je rentre à échelon FIR, ça va donner une rampe, comme ça, jusqu'à temps que j'atteigne la valeur d'entrée, qui n'est peut-être pas nécessairement. Ça va? Question? Pas une question. Oui. Pourquoi l'impulsion n'est pas exactement droite ou carrée? Ouais, c'est juste que l'échelle relie les points. OK. Mais on ne devrait pas relier les points dans le fond. OK, ça devrait être que des points. OK. Quand même numérisé, les points dans le fond, on ne devrait pas avoir de check. Cool. Ouais. Ici aussi, c'est des points. Bon, il ne devrait pas avoir de ligne en check, c'est l'échelle. Très bonne observation. Cool, question? Le petit renvers, c'est pour l'espoir. Peut-être. Peut-être carré, c'est un bol, on ne sait pas. Ça dépend comment je fais le matin. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans mon café. Un politique, c'est tout ça. OK. C'est bien beau, les moyennes mobiles. Mais dans le fond, ça peut servir à faire plein de types de fonctions différentes, pas juste des filtres. OK? Mais on va souvent s'en servir comme filtre. Fait que tu peux trouver
tu googles ça, FIR, puis tu as des calculateurs. Okay? Ils vont te dire combien de points tu veux. Ils vont te sortir les coefficients A, B, 0 jusqu'à B, N que tu as demandé. Puis tu vas juste à plugger ça dans tes équations. Puis merci, bonjour. Il y a beaucoup de belles ressources Internet pour faire ces calculs-là. Cool. Donc, nous, on ne va pas plus loin que ça pour le FIR. C'est ça. Juste en changeant les coefficients ici, on peut faire d'autres types de filtres ou d'autres fonctions. Ici, on a des systèmes à réponse impulsionnelle infinie, les IIR. Donc, les IR utilisent une rétroaction. Donc, je ne te fais pas la définition de la rétroaction, tu fais pas mal, c'est quoi? En tout cas, tu devrais. Cool. Le plus simple qu'on peut avoir, c'est celui-là. Okay. Donc, on a Y à la N, qui est égal à X à la N, en autant N, plus un P fois la valeur de Y valeur. OK? Quand tu ne l'as pas, là, tu le prends en note, tu fais dans tes notes de cours. Cool. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai transformé en PDF, les équations n'ont pas suivi. Ça m'a fait chier, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas cherché non plus. J'ai dit, on va juste à l'écrire encore. On fait quoi à faire au lieu de dormir? Surtout le matin comme ça. Cool. Question? Donc, qu'est-ce qui arrive si j'envoie une impulsion dans ce type de filtre-là? Bien, il peut arriver deux choses. Soit ça reste stable, ça va tendre vers zéro après, ou que ça parte en couille. Souvent, on ne veut pas que ça arrive. Hein? On ne veut pas que ta rétroaction s'amplifie pour qu'à la fin, ça donne l'infini. C'est un peu con. Pour que ton coefficient soit bien choisi pour que ça donne la bonne chose. Et on peut prendre une petite minute pour calculer qu'est-ce qui arrive juste avec 0.5 pour voir vraiment l'effet. Donc, tu as Y à la M, Y à l'instant M. C'est la même équation qu'on a faite tout à l'heure. Donc, il y a X à M plus P fois Y à l'instant N moins 1. Cool. Donc, X, Y, autant 0 est égal à X autant 0 plus P fois Y en même temps 0 moins 1. Q est égal à 0. Donc ici, ça vaut 1. Puis ici, ça vaut 0.5 fois 0. A. Donc ça, c'est Y dans 0. Donc on peut calculer Y en temps 1. Bien, vu que c'est une impulsion, hein, X, il va valoir 0. OK? Donc, on a envoyé qu'une impulsion. Bien, ici, ça va être plus 0,5 fois Y à l'instant 0. Je vais écrire ici X, N, plus P fois Y, N moins 1. On va mettre les chiffres. 1, puis ici, 0. OK. P, Y, 0, c'est 1. Cool. Fait qu'ici, ça va donner 0.5. Si je calcule Y2, c'est quand même assez trivial, là. Ça va donner 0 plus 0.5 fois la valeur d'avant, 0,5. Donc, 0.25. Cool? Oui. Je n'ai pas compris pourquoi x1 est égal à 0 et y0 est égal à 1.
Ici? Non, à la troisième ligne. À la troisième ligne. Ici? X, au temps 0, ça vaut 1, c'est une impulsion. OK? Puis ici, Y, à l'instant moins 1, ça vaut 0. C'est 2 slides avant. Donc, les valeurs précédentes du 0, c'est 0. Les valeurs initiales, quoi. On les met à 0. Cool? Donc, tout ce qui est avant, on le met égal à 0, puis on commence à Y0 qui va être la propulsion. Ensuite, on a l'interprétation après qu'on peut calculer. Fait que tu arrives ici, tu as 1, puis ensuite, 0.5, c'est fait. Cool. Ici, tu avais 1, ensuite, tu as 0.5, 0.25, 0.125, etc. Ça va tendre vers 0 sans jamais y arriver. Cool. Évidemment, c'est facile de voir que si ton P est plus grand que 1, ici, ben que ça va partir en montant jusqu'à l'infini. Hein? Si le P est plus grand que 1, ben c'est sûr que ça part et ça va tout le temps multiplier dans le fond sa valeur d'entrée qui était 1 ben avec 1.11. Cool. Question? T'as juste mélangé, mais ton x de 1 puis ton x de 2, c'est pas ça. X2 est égal à 0. Là, c'est bien ton x à la deuxième valeur. C'est ça, hein? X, c'est l'impulsion, là, il vaut 1 une seule fois dans ta vie. Impulsion. Et X, c'est ça. Donc, à P égale 0, 1, puis après, plus rien. Ça, c'est clair. Okay. Donc, c'est l'impulsion qu'on a appliquée ici sur notre fiable. Ici, c'est l'échelon. Okay. Tu vois la différence? C'est la même chose qu'on fait ici. Là. Sur ça, on a appliqué une impulsion. Okay. Donc, X vaut 1 une seule fois. Et ça vaut 0. OK, ici aussi, c'est pas l'équation, elle donne notre là. Donc, forme générale, OK, ben, Yn dépend de plusieurs valeurs de X et de plusieurs valeurs de Y. OK? L'ordre du système, ça dépend du retard maximum. Donc, si tu as N-2, ça va être un ordre 2. Si tu as N-4, ça va être un ordre 4. Cool. Donc, les coefficients de X, c'est B, puis les coefficients de Y, ben, c'est A. Cool. Question? T'as fini de noter? Non. Oh, il fait chaud, il faut que ça fasse. Faut que ça fasse, t'en as pas toi. Allez, go! C'est pas la bonne équation. Comment? C'est pas la bonne équation. Que c'est pas la bonne équation? Faut discuter, tout le monde n'est pas fini. Hey, on se calme, là. C'est grave. OK, go, on y va. Tu copieras tes notes de cours sur ton voisin. Ça ne me dérange pas. OK. Système, exemple d'un IIR passe-bas d'ordre 1. OK? Donc,
pas les schémas blancs. Il est dans les deux coups. Et l'autre d'après. Pas grave. Ok, c'est bon. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on décrit la sortie est égale à une proportion de l'entrée plus une proportion de la dernière sortie pour que les deux donnent 100%. Okay? C'est comme ça qu'on va faire un fil passe-bas d'ordre 1 avec un système IIR. OK? Donc, ton coefficient alpha puis 1 moins alpha, les deux doivent donner 100%. C'est ça qu'on dit, ben, ici j'ai 0.9, et ici, il doit avoir 0.1. Cool. C'est ce que vous avez fait en thermique, en capteur. Ouais, mesure, ouais. Mesure. C'est un filtre passe-bas d'ordre A. C'est ça que vous avez fait. C'est pas une moyenne mobile, là. C'est vraiment un filtre passe-bas d'ordre A. Si on regarde le schéma blanc, ça donne quelque chose comme ça. Okay. Donc, la façon de le voir. Okay. Donc, on a Y. Je vais réécrire la même équation que là. M égale 1 moins alpha X M plus alpha fois Y. Okay. Donc ici, tu vois, tu as alpha Y, puis tu as 1 moins alpha pour X. Mais tu pourrais décider de dire que ben, moi, je vais utiliser bêta à la place, qui va être 1 moins alpha. Et de faire comprendre. Donc, je pense que ce que vous avez fait en mesure, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Une ou l'autre, pas tant grave. Mais c'est juste pour donner la relation entre les deux. Cool. Crochet, parenthèse, une fois mêlée. Cool. Donc, c'est juste deux façons différentes de l'écrire, mais ça revient exactement au même. Comme ça. Sauf que, ce qui est super important là-dedans, c'est de savoir c'est quoi ta fréquence de coupure. Right? Tu ne l'as pas. Et là, c'est cette équation-là. C'est quand même important. Cool. Si tu utilises alpha, ben, tu vas pouvoir mettre alpha directement ici, puis avoir la fréquence de coupure que tu veux en fonction de ta fréquence d'échantillonnage que tu as. Vas-y. Cool. Dans le fond, tu as ta fréquence d'échantillonnage que tu connais. Tu veux une certaine fréquence de coupure. Ben, l'équation te dit comment trouver alpha. Tu peux plugger dans ton équation pour faire un fil d'ordre 1 avec la fréquence de coupure que tu as choisie. Right? Question? Donc, c'est pas trop compliqué que ça. Tu connais ta fréquence d'échantillonnage, tu as une certaine fréquence de coupure, plug l'équation, tu trouves ton alpha, plug ça là-dedans, puis tu fais exactement comme tu as fait en mesure. Right? Sauf qu'en mesure, on mettait des coefficients un peu aléatoires, ça filtre au maximum, mais là, tu vas pouvoir vraiment calculer ta fréquence de coupure et trouver le bon alpha en conséquence. Cool. Là, je ne referai pas ça encore un demi-million de fois, on l'a déjà fait. Un filtre entre 1, ça se comporte comme un filtre AC. Puis tu as V out qui est égal à Vn facteur de 1 moins exposant moins T sur taux. Pour T égal à taux, tu as Vn qui est égal à 0,63%, c'est ta valeur finale, etc. Tu as vu ça à maternelle depuis 1 million d'années. Right? Pour le diagramme de bas d'un filtre AC, on a la fréquence de coupure, on a moins 3 dB.
Puis on a une fente de moins 1 de temps décale, puis on passe de 0 à moins 90 degrés. Tu sais ça depuis aussi un demi-million d'années. Donc, ça, en première année. Cool. OK. Tu peux faire des filtres, pas juste des filtres d'ordre, mais tu peux faire des filtres 2, 3, 4, 5, puis en numérique, ben, ça se calcule quand même. Je te dis tout de suite, là, les coefficients, plus que tu augmentes lors de ton filtre, plus les coefficients sont super importants et doivent être très précis. Okay? C'est pas rare d'être obligé de mettre des coefficients avec 10 décimales, 10 chiffres significatifs. OK? Sinon, des fois, quand tu en mets juste 8, ça ne marche pas. Okay? Ça part en couille, ou des fois, ça diverge, des fois, ça se met à exploser, puis ça ne fait pas pantoute ce que tu voulais faire. Okay? Tu as des calculateurs pour ça. Okay? Tu tapes filtre, passe bas, puis c'est un type de porte, pas ta watt, il y en a plein de types là, différents. Là. Habituel, d'autres. Déjà, ici, des fois, ils ont des comportements un petit peu différents. Ici, des fois, tu as de l'ondulation, dépendamment du fil que tu utilises. Bref, il y en a un méchant paquet. OK? AutoWatt, lui, je pense que c'est vraiment flat, puis il se comporte quand même bien. Fait que tu tapes ça dans Google, calculateur, fil, passe-bas, numérique, ordre 5. Puis, tu dis la fréquence d'échantillonnage, la fréquence de coupure. Puis, il va te sortir tes coefficients, tes 5 coefficients A0 jusqu'à A5, etc. Cool. Puis là, tu copies tout. Et toutes les décimales qu'ils te donnent, là, tu copies ça, tu mets ça dans ton programme AC. C'est en constante, puis ça va. Cool. J'ai déjà fait un ordre 4 en numérique, ça très bien. Avec un facteur fait de passe-borne, avec un facteur de qualité très élevé. Il va aller chercher vraiment la bonne fréquence. Ça coche. Qu'est-ce que tu passes à la coche? C'est parce que ton microcontrôleur générait la fréquence. Et je lisais un système qui avait dans le fond, je devais relire exactement la même fréquence puis tout enlever le bruit à côté. Donc, si tu génères une fréquence vraiment précise, tu es capable d'infiltrer de façon extrêmement précise parce que ta fréquence d'échantillonnage est exactement la même pour générer ton signal puis pour le lire. C'est pour ça que ça va donner quelque chose de vraiment sacré. Cool. C'est tout. Donc, ça a pris 3/4 d'heure pour faire résumer ton cours de traitement de signal. Nice. Donc, tout le cours de 30 heures que tu as fait, là. Bon. Pas que Sébastien m'entende, hein? OK, chapitre 5, partie 3. Contrôleur PID. Donc, c'est pas mal un peu, pas mal même, la même affaire qu'on a faite. Hein? Ici, n'oublie pas que c'est un sénateur 3 entrées. Puis, dans le fond, c'est le même schéma blanc. Et on ne réinvente pas la roue. Là. Que ce soit en numérique ou en analogique, un contrôleur PID, c'est pareil. On veut chercher la même fonction, la même fonctionnalité. OK? Donc, on avait une petite animation ici, comme on a vu l'autre jour. C'est la même. Donc, je te montre pas 4 fois, là. C'est fait comme il faut. Fait que ça, comment c'est beau. Tu changes ton copie. Wow. Bon, on l'a fait. Contrôleur PID de type 2. Encore pareil. On prend la dérivée sur notre signal de rétroaction. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter le pic quand on change la consigne brusquement. On ne veut pas que la commande change brusquement. C'est encore pire en numérique, hein? Parce que si tu as une variation ici, ton code D est là, mais pendant une période d'échantillonnage, ta commande va être topée au maximum. Et peut-être que tu ne veux pas ça. Okay? Donc, le type 2 sert justement à éviter ça en prenant la dérivée sur
la rétroaction qui est la sortie du capteur. Cool. Donc, c'est ce que je parle ici. Même chose, en numérique, il faut limiter l'intégrale pour pas qu'elle intègre de façon infinie. Puis quand on va être obligé de désintégrer ou redescendre parce que l'erreur devient négative, on ne veut pas que ça prenne une semaine avant d'arriver à l'intérieur de la commande pour qu'elle puisse agir. Donc, on la limite à la valeur de la commande. Si elle veut redescendre, elle va réagir tout de suite. Et si j'ai intégré jusque-là, ma commande est tapée là, puis que je désintègre tout ça avant de commencer à jouer cette commande. Et si tu l'as limité à la valeur de ta commande, aussitôt que ça va commencer à descendre, ta commande va descendre. À peu près ça. Cool. OK. Comment on fait pour réaliser un PID en langage C? Pour l'intégrale, comme je l'ai dit, on utilise la méthode des rectangles. Pour dériver l'intégrale, on devrait multiplier par la période d'échantillonnage C. OK? Le vu dans les équations qu'on a vues tout à l'heure, je vais te faire montrer tantôt aussi, là. Okay? Il y a T qui apparaît. Okay? Mais vu qu'on faut choisir un codé, on va inclure le T à l'intérieur. Okay? C'est ça que ça dit. Pourquoi? Ben, ça t'évite de faire une opération de plus. Tu divises par T. T va être un float, donc une division par un float, ben, c'est long. Okay? Quand tu es capable de l'éviter, tu l'évites. Ce que ça crée comme problème, c'est que si tu changes de période d'échantillonnage, il faut que tu recalcules ton QI codé. Ton QI codé va changer. Okay? Donc, c'est ça le problème qui va avec ça. Évidemment, il faut faire la période d'échantillonnage avec la fonction milice. Encore mieux, tu peux la faire avec l'interruption. C'est encore plus précis. C'est le cas d'un microcontrôleur d'hier, pas ça. Sinon, tu utilises milice. Mais milice, évidemment, ça ne peut pas être super précis au microseconde près. Et vu qu'on a une période d'échantillonnage quand même longue, 10 millisecondes, ben, ça se fait quand même bien avec milice. Okay? Si tu voulais être beaucoup plus rapide, là, tu n'aurais pas le choix d'utiliser des interruptions. Pourquoi? Parce que l'Arduino, il gère ses interruptions comme à part, puis il en fait plusieurs. Il en fait souvent. Quand il faut qu'il aille écrire sur le port sériel, là, tu lui demandes d'aller écrire, ben, lui, il fait des interruptions. Quand il fait des interruptions, ton programme, il ne se fait pas. Ça se peut qu'il arrive, au lieu de 10 millisecondes, ben 10,5 millisecondes. Ça peut arriver. Okay? C'est pas full précis. Tu es précis au milliseconde avec millisecondes en passe. Cool. Fait que c'est un peu ça la patente. Mais pour notre cas, 10 millisecondes, c'est bien normal. En plus, quand on ne fait pas de dérivée, la dérivée, quand on prend une période, ça fait un gros impact. Okay? Sur l'intégrale, un peu. Donc, limiter la valeur de l'intégrale aux valeurs maximum et minimum de la commande, ce que je viens de vous expliquer. Et ça, la sortie du contrôleur PD aussi doit être limitée. Parce que si tes valeurs, c'est entre 0 et 255, puis tu vas écrire 256, au lieu de mettre ta valeur maximum, ça va mettre 0. Ça soit limité. Okay, ta commande. Est-ce que tu vas l'écrire dans ton PWM, dans ton analog write, et tu vas écrire 256 dans analog write, ça ne marche plus. Tu vas tomber à 0. Tu voulais la commande maximum. OK? Ça va pour ça? OK. Donc, ici, on a notre PID avec l'intégrale numérique qu'on va mettre dedans, puis cette dérivée qu'on va prendre sur notre signal de rétroaction qui va être un type 2. Donc, comment on fait ça? Là? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des limiteurs. Okay? Donc, ici, on a un limiteur pour notre actionneur. Dans notre cas, ça doit être limité entre 0 et 255. Si c'est plus grand que 255, tu mets égal à 255. Tu dis 0, tu mets 0. Cool. Ici, maintenant, c'est quoi la limite que je vais mettre? 0 et 255?
OK, je mets 255. 0 à 255. C'est. Ça serait pas plus de 0 à la vitesse maximum? Non, à la commande maximum, toujours. OK? C'est ta commande ici qui ne doit pas dépasser. Ici, on s'en fout de la vitesse. OK? Ton erreur va s'arranger que ça marche. OK? On ne limite jamais ici en fonction de l'erreur, ni en fonction de la rétroaction, ni en fonction de la consigne. Toujours limité en fonction de la commande. La commande qu'on ne veut pas que ça dépasse les valeurs maximum et minimum. Mais là, le colis est après. La valeur que je vais avoir ici, c'est entre 0 et 255 fois KI que je vais avoir ici. Donc, KI, c'est 2. Va-tu marcher? Non. Si KI est 0.5, ça va-tu marcher? Ouais. Non plus. Je vais limiter entre 0 et 128. 127 et demi. 27 à 28. Donc, si tu le fais comme ça, puis tu mets 0.5, 0.5, ben ici, ton intégrale ne pourra jamais monter en haut de 127. Des fois, ben, tu as besoin d'une commande plus élevée que ça pour réduire l'erreur, mais il est topé à 127. Ça ne marche pas. Si tu le fais comme ça, ton limiteur, ça va être ça divisé par KI. OK? Donc, ici, tu vas limiter à 0.25 divisé par KI. Fois KI, ben, ça va donner 255. Ça va donner 0 à 255. Bon. Ça, c'est ce qu'on a là. En théorie, c'est bien beau. En pratique, c'est pas ça que j'ai fait faire. En pratique, ce que j'ai fait faire, c'est mettre le KI avant. Ouais? Donc, en faisant le KI sur l'erreur, ensuite en limitant l'intégrale, ben là, ici, je fais ma limite entre 0 et 255 parce que j'ai plus de multiplication après. Cool. Donc, la façon la plus intelligente, la plus logique de le faire, c'est mettre ton KI avant. Ensuite, tu fais l'intégrale. Ensuite, tu mets ton limiteur à 0 à 255. OK? Ça va rentrer dans ton observateur pour sortir ta commande. Cool? Question? C'est important ici, il y en a qui l'ont fait, cette erreur-là. Je l'ai vu dans le code hier. Tu te retrouves ici avec quelque chose qui est topé à 128, puis là, tu as encore d'erreurs, puis tu n'arrives plus à intégrer, ça n'intègre plus. Il faudrait que la commande soit plus grande, mais c'est limité à 128 au lieu de limiter à 255. Cool? Donc, comment on code ça? Donc, dans le fond, tu as Y, temps N. Ici, c'est l'intégrale, donc xn fois t, on devrait faire, fois KI, plus ton ancienne valeur. Cool? Là, évidemment, le t, c'est une constante. On peut le sortir. Puis, on peut dire un KI prime, par exemple, qui serait égal à ton KI fois t. OK? Et imbriqué dedans à anyway, parce qu'il faut que tu trouves quel KI mettre. Tu vas y aller par essai-erreur. Autant inclure le t dedans. Ça te fait un calcul de moteur. Et ici, c'est une multiplication en point flottant, ben, ça prend un certain temps quand même. Ça prend tes ressources. Cool. Ça va? Bon, c'est beau Y puis X, là, mais ce que tu peux faire, c'est intégrale. Est égal à l'erreur KI fois l'erreur plus intégrale. OK?
Donc, en faisant ça, il calcule l'intégrale avec sa valeur d'intégrale passée. OK? Il calcule ça, puis ensuite, il met ça dans la nouvelle valeur d'intégrale. Cool. Donc, tu n'as pas besoin de garder en mémoire Y-1, tu l'as déjà. OK? Quand tu fais ton calcul, ta variable, elle utilise la variable d'avant qu'elle avait calculée. Et ton Y, N-1, ben, c'est ta valeur que tu vas te servir pour calculer ta valeur présente Y. Cool? Donc, c'est pas trop compliqué ça. OK. Je te présente 3 façons de calculer l'intégrale puis de faire les limites. OK? Donc, je vais l'écrire en dessous de code. Je vais faire un schéma bloc. Je vais t'écrire le code sur le code. Puis, il y en a 2 qui marchent sur 3. Donc, après, on va voter pour celui que tu penses qui ne marche pas. Il y en a un qui ne marche pas. Okay? Puis, je te le présente pourquoi? Parce que il y a des personnes dans le passé qui ont fait cette erreur-là qui n'auraient pas dû présenter ça, mettons. OK? Mais c'est pas évident pareil. OK, je fais ça. La première méthode, on va faire exactement comme le schéma bloc qu'on avait tout à l'heure. Donc, 3 façons de calculer l'intégrale puis mettre les limites. On y va. Donc, tu as l'erreur en bloc intégral. C'est un symbole d'intégrale, les autres. Comme dans PSM. Ouais. OK. À l'intérieur de l'intégrale, tu as le limiteur, mais je vais le mettre à côté. OK. Ensuite, on a le KI. Et c'est sur la valeur de après la valeur limitée ici, qu'on va faire notre intégrale, qu'on va faire notre somme. OK, dans le fond, ici, là, c'est juste une bulle sommatoire, comme on a vu ici. C'est le sommatoire qui est là. Cool. Donc, j'ai l'erreur. J'ai un intégrateur qui utilise la valeur limitée pour faire le Y à la N-1. OK. J'applique un KI là-dessus. Puis, c'est ça qui va rentrer dans mon sommateur pour faire ma commande. Donc, ça, c'est exactement le même bloc que dans ton schéma 2 pages avant. Donc, si on écrit ça en pseudocode, donc on calcule l'erreur. L'erreur est égale à la consigne moins rétroaction. Donc, pour faire l'intégrale, ben, je vais dire la somme des erreurs. Donc, la somme des erreurs, ça va être la somme des erreurs, la somme de valeur, plus l'erreur. Et je vais appliquer mon cahier tout de suite. OK. Ensuite, si la somme des erreurs est plus grand que ma commande max,
divisé par KX. Alors, la commande max, la somme des erreurs. Égale la somme des erreurs sur KX. La commande va être égale à copier l'erreur plus copier fois la somme des erreurs. Oh, ouais. Ouais, ça aurait mis le cahier avant l'intégrale. Après. Ça, c'est 1. Cool. Puis évidemment, ben, après, il faut limiter la commande. OK? C'est de la même façon qu'on a limité ici. OK, ici, vous l'avez fait pour le max, mais il faut que tu fasses la même chose pour le min. On va faire ceci. On va limiter la commande. Ce que tu vas écrire sur Analog Write, c'est une valeur entre 0 et 255. Tu ne peux pas mettre 256. C'est juste ça la raison. C'est pour ça qu'on limite à cette valeur-là. Pas trop compliqué. OK? Plusieurs fois, je te le dis, si tu mets 256, puis la valeur maximum que tu peux mettre, c'est 255, ça va mettre 0. On ne veut pas. Et là, tu passes d'une commande maximum à une commande 0. Pas chier. OK. Donc, pour lui, la valeur qu'on doit limiter ici, ben, c'est la valeur de la commande min et max divisée par QI. Donc, quand je vais multiplier par QI, ça me donne 0,255. Ou moins 255 à plus 255. Cool. Ça va pour ça? Numéro 2. OK, on va faire comme j'ai montré en classe, en fait. On va multiplier l'erreur du flux par QI. Cool. Donc, c'est plus, et ici, on va le faire. OK? Donc, l'erreur, c'est la même chose. Cool. Ensuite, on a la somme des erreurs égale à la somme d'erreurs plus KI fois l'erreur. Cool. Puis, la somme des erreurs
est plus grand que commande max. Alors, des erreurs égale à commande. Puis, le plus petit que commande min. Des erreurs égale à commande. Ou, cette commande égale à copier par erreur. Plus la somme des erreurs. Ou, puis ensuite limiter. Commande. Limiter la commande de ça pareil. Si la commande est plus grande que la commande max, la commande est égale à la commande max. Si la commande est plus petite que la commande min, la commande est plus petite que la commande min. Autre. Trois. Je peux le faire en noir ici, là. Je peux très bien voir même toutes les écritures. Dans l'erreur. L'erreur. Notre intégrale. Dans le fond, le bloc intégral, hein, c'est juste une somme. Tu l'as vu, hein, ça somme ça plus ça. Intégrale. On va appliquer KI. Ensuite, on a notre limiteur. Ensuite, on a notre retard. Ça. Et ensuite, on a notre limiteur pour la commande. Cool. Pas trop vite. Tout le monde a le temps de finir l'autre. C'est voilà, c'est pas trop vite. Prendre une petite pause. Pause quand j'ai le café. C'est pas sucré, c'est dégueulasse. Ça va? Donc, l'erreur, c'est la même chose. Des erreurs égale à la somme des erreurs. Oui. Plus l'erreur. Somme des erreurs égale à KI fois la somme des erreurs. D'accord avec ça? Fait que j'ai pris l'erreur ici, la somme des erreurs, je multiplie KI, ensuite je limite à la valeur de la commande, parce que c'est ça qui va s'appliquer direct à sa commande. Somme erreur, c'est erreur. Plus grand que commande max. Alors, somme des erreurs et à la commande max. Et somme des erreurs plus petit que la commande min. Alors, somme des erreurs et à la commande min. Cool. Commande, ensuite, commande. Et la copie, l'erreur, plus la somme des erreurs. Ensuite, on limite la commande.
Alors, lequel des trois marche pas? Quelqu'un a une idée? Est-ce que la 1 fonctionne? Est-ce qu'il y en a qui pensent que la 1 ne fonctionne pas? Il y en a pas. Numéro 2. Il y en a qui pensent que le numéro 2 ne fonctionne pas. 2 votes. OK. Combien pensent que le numéro 3 ne fonctionne pas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, 10, 11, 12. Les 6 mois. Toute participation est bas en salle. Les autres, faites quoi? C'est encore yes? On va pas voter? On se retrouve avec des hosties libéraux. Tabarnak! Tu comprends ça? J'ai pas le choix. OK, on va faire un exemple. OK, je vais mettre en rouge. On va mettre des chiffres pour voir lequel fonctionne et celui qui fonctionne. Pas tant de finir, pas grave. OK, on va dire que l'erreur était toujours égale à 1, puis le KP est égal à 0.1. KI est égal à 0.1. OK, l'erreur est égal à 1, puis KI 0.1. Possible, ça? Oui. Bon. Ensuite, KP, on peut mettre KP en le KP, on va s'en foutre un peu. Arrête. OK, fait que je calcule le premier 1. OK? Donc, la somme des erreurs va être égale à la somme des erreurs qui est égale à 0, plus l'erreur. La première fois, on va dire que la somme des erreurs est égale à 0. L'erreur, c'est 1. OK? Donc, est-ce que c'est plus grand? Sûrement pas, j'espère en tout cas. Fait que là, je calcule la commande. Zéro plus 1 va donner 1. C'est ça, je ne vais pas appliquer mon cahier tout ça. C'est ça. Fait que là, ma commande elle va être égale à quoi? Ben, copier fois l'erreur 1 plus 0.1 fois 1, 1,1. Right? Deuxième fois. La deuxième fois, je fais mon calcul. Somme erreur. Ben, j'avais 1. Maintenant, je suis rendu à 1 plus 1. Ça en est 2. La commande, elle, ben, ça va être 1 l'erreur plus 0.1 fois 2. Ça donnait 1.2. Donc, je suis parti. La commande était à 1.1, là, elle vaut 1.2. Puis, la fois d'après, on va valoir quoi? 1.3. 1.3. Donc, tu vois que ça l'intègre. Ça l'intègre de façon continue. Ça a l'air de bien marcher. C'est suffisant pour prouver que ça marche? Oui? Non? On ne sait pas si la fonction de limitation fonctionne comme il faut. Ben, on ne va pas se rendre jusque-là. Mais on va dire que quand il va être rendu ici à commande max sur KI, ben, on va la limiter à sur KI. Okay, mais ce n'est pas ça le problème dans le code. Cool. 2. Un petit peu de place ici en bas, on va faire ça. Donc, 1. J'exécute mon code. L'erreur est égale à 1. La somme des erreurs est égale à 0.1 fois 1 plus 0. Donc, 0.1.
La commande. Virgule. Commande va être égale à copier pour l'erreur plus la somme des erreurs. Ben, copier, c'est 1 fois 1 plus 0,1. Donc, ça va donner 1,1. Cool. Donc, j'ai calculé ça, j'ai calculé ça. Deuxième fois que tu refais ton calcul, la somme des erreurs va être égale à 0,1 fois 1. Donc, 0,1 plus ce que tu avais avant, qui était 0,1. Plus 0,1, donc 0,2. Cool. Fait que la commande, elle, ben, ça va être 1 fois 1 plus 0,2, 1,2. Cool. Puis la troisième fois qu'on va le faire, ben, la somme des erreurs va être égale à 0,3. Puis la commande va être égale à 1,3. Donc exactement comme l'autre ici. Donc on peut se dire que ça devrait marcher. Désolé. Pour monsieur ici, monsieur là, ça fonctionne. Cool. Évidemment, c'est le troisième. Puis pourquoi ça ne marche pas? Voilà la première fois qu'on le calcule. Ici, somme des erreurs, égale à la somme des erreurs plus l'erreur. Donc la somme des erreurs est égale à 1. La fois d'après, somme des erreurs égale à 0,1. D'accord avec ça? Ce calcul-là, ici, 0,1. Donc, je passe l'étape de limitation, on n'est pas rendu là. La commande, elle, copier fois l'erreur, donc 1 fois 1. 1 plus la somme des erreurs, 0,1, 1,1. C'est date. Pareil? Maintenant, la deuxième fois que tu vas faire ton calcul. J'ai ça dans le corrigé. Somme des erreurs. Ben, j'ai somme des erreurs, 0,1 plus 1, 1,1. Ouais. Ici, j'ai la somme des erreurs qui est CI fois la somme des erreurs. Donc, 0,11. J'ai 1,1 divisé par 10, multiplié par 0,1, donné 0,11. La commande, elle, ben, ça va être encore copier fois l'erreur 1, plus 0,11, 1,11. Ça marche-tu? Troisième fois, tu vas calculer. Ici, ça va donner 1,11. Ici, ça va donner 0,111. Ici, ça va donner 1,111. Chris, ça va être long à se rendre à 1,2 avec ça. Là. On a pour un petit bout de temps à intégrer. Là. Okay, ça ne va pas jamais dépasser 1,1 pathétique. Là. Fait que plus que ça va, moins ça l'intègre. Fait que fais jamais ça. Okay? Bon. Cool. Question? Bon, on finira ça au prochain cours. Cool. Si quelqu'un a des points de plus, il peut m'aider à effacer. Les 12 étapes. C'est pas ça. Point bonus.